Imaginez une roue géante qui tourne dans l'espace et génère une gravité artificielle. Comme celle-ci. Un truc si énorme qu'il faudra plusieurs lancements et un assemblage au milieu des étoiles. Eh bien, ce n'est plus un décor de film de science-fiction, ça va devenir réalité. Le plus fou, c'est la raison pour laquelle elle sera construite. Les humains ne sont tout simplement pas faits pour l'espace, du moins pas à long terme, pas pour y vivre des années. Notre corps commence à se dégrader dès que la gravité disparaît, comme une batterie de téléphone qui se vide bien plus vite que prévu. C'est pourquoi scientifiques et ingénieurs reviennent toujours à la même idée audacieuse: construire une station orbitale en rotation qui crée une gravité artificielle. Quand quelque chose tourne, ça crée une poussée vers l'extérieur, appelée force centrifuge. En gros, la même chose qui vous plaque contre la paroi d'un manège. Placez des astronautes dans des modules sur le bord extérieur d'une station en rotation et soudain, leur corps a l'impression que la gravité est revenue. Ils peuvent marcher et dormir normalement. Et surtout, ils peuvent vivre dans l'espace sans se transformer peu à peu en fragiles statues de verre. En microgravité, c'est-à-dire ce que ressentent les astronautes sur l'ISS, les os perdent en densité et les muscles fondent. Même le cœur s'affaiblit, parce qu'il n'a plus besoin de lutter contre la gravité pour pomper le sang. Le corps humain commence tout simplement à lâcher. La gravité artificielle pourrait stopper cet effondrement progressif et transformer l'espace d'un lieu qu'on visite en un lieu où l'on vit vraiment. La station qui rendra tout ça possible ressemblera à un moyeu central, avec des modules d'habitation disposés comme les rayons d'une roue de vélo. L'anneau extérieur devient le sol, car la rotation plaque tout vers l'extérieur. Les ingénieurs visent environ la moitié de la gravité terrestre, car même ça pourrait changer la donne pour les missions longues. Et pour obtenir cette demi-gravité, la station devrait avoir un rayon d'environ 40 mètres et tourner à 5 rotations par minute. Mais l'espace ne fait jamais de cadeaux. Car dès qu'on fait tourner une station, on crée le problème le plus redoutable auquel personne ne pense avant qu'il soit trop tard: l'amarrage. S'amarrer à une station spatiale normale, c'est déjà comme enfiler une aiguille en dérivant à des milliers de km/h. S'amarrer à quelque chose qui tourne comme un mixeur au ralenti, ça veut dire que le vaisseau doit synchroniser sa rotation parfaitement. Sinon, il percuterait la station comme une voiture fonçant sur un rond-point en mouvement. Vous vous souvenez de la scène d'amarrage dans 2001, l'Odyssée de l'espace? Voilà, c'est ça. Mais une seule erreur, un mauvais angle, un timing mal calculé, et ce foyer orbital se transforme en un coûteux nuage de débris. Construire une telle station demandera de multiples lancements, un assemblage minutieux en orbite et un travail de précision constant où chaque boulon compte. Si quelque chose casse au mauvais moment, on ne perd pas juste une mission, on perd l'oxygène, la sécurité et probablement la possibilité de rentrer sur Terre. Ce n'est pas la première fois qu'on rêve de gravité artificielle. En 2011, la NASA a imaginé le concept Nautilus X, un véhicule spatial longue durée conçu pour des missions de 1 à 24 mois, soit la zone de danger où le corps humain commence à se détériorer en microgravité. L'astuce, c'était une centrifugeuse embarquée, une section rotative capable de créer une gravité artificielle pour que les astronautes perdent moins vite muscles et os. Nautilus devait servir d'escale pour des missions longues vers la Lune ou Mars. Elle aurait été placée à l'un des points de Lagrange, selon la destination de la mission. Les points de Lagrange sont des endroits particuliers dans l'espace où la gravité de deux grands corps, comme le Soleil et la Terre, et la force nécessaire pour qu'un petit objet orbite, s'équilibrent parfaitement. C'est un peu comme une place de parking pour vaisseaux spatiaux, où il faut très peu de carburant pour rester en place. La station aurait aussi pu servir de base d'urgence et d'hôpital pour d'autres équipages. Mais le projet n'a jamais été financé. Bien avant Nautilus X, en 1966, le projet Gemini 11 a tenté de bricoler la gravité avec une méthode aussi ingénieuse qu'improvisée. L'équipage a relié sa capsule Gemini à un véhicule cible Agena avec un câble de 30 mètres. Puis, ils ont essayé de maintenir ce câble tendu en flottant au-dessus de la Terre. Le plan était simple, faire tourner les deux vaisseaux comme un lasso spatial au ralenti.
et la rotation créerait une légère poussée vers l'extérieur. C'était de la gravité artificielle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était capital. Ça prouvait qu'on pouvait fabriquer de la gravité en orbite, au lieu de simplement la subir. Bien sûr, l'espace n'a rien facilité. Le câble ne s'est pas comporté parfaitement au début. Le mouvement est devenu instable, jusqu'à ce que l'équipage le maîtrise avec les propulseurs. Mais une fois la rotation stabilisée, ils ont généré une fraction de 1 G, une version microscopique de la gravité. Pourtant, des objets se déplaçaient sous l'effet de cette force minuscule. Cette idée n'a donc rien d'aléatoire. C'est un problème que tous ceux qui prennent au sérieux la vie dans l'espace essaient de résoudre. Parce que sans gravité, l'espace ne fait pas que sembler bizarre. Il détruit lentement le corps humain, comme la rouille ronge le métal. Et pendant que l'humanité planifie ses stations rotatives comme des cités orbitales, une autre planète nous attend en silence, Vénus, la planète que tout le monde présentait comme la jumelle de la Terre, jusqu'à ce qu'on réalise que la jumelle avait mal tourné et pris feu. Vénus a presque la même taille et la même gravité que la Terre, mais sa surface ressemble à une cocotte minute remplie de nuages d'acide et d'une chaleur capable de faire fondre vos rêves au contact. Vénus n'est pas qu'une voisine effrayante, c'est un avertissement. Comme si l'univers avait donné à la Terre une version d'elle-même qui a mal fini, placée juste à côté pour que personne ne puisse prétendre que l'avenir reste toujours clément. Il est donc crucial pour les scientifiques de comprendre comment une planète si semblable à la Terre est devenue un tel cauchemar. Et maintenant, la NASA veut y aller. Son plan comprend 2 grandes missions aux personnalités très différentes. La première, Veritas, orbitera autour de Vénus et cartographiera sa surface en haute résolution grâce au radar et à la spectroscopie. La spectroscopie, ça peut sembler complexe, mais c'est juste un moyen de lire la composition d'un objet en observant comment il interagit avec la lumière. Veritas veut découvrir ce que Vénus cache sous cette couverture nuageuse, car on ne peut pas comprendre l'histoire d'une planète sans voir ses cicatrices. La NASA prévoit un lancement au plus tôt en 2031, ce qui semble loin, mais pour une mission planétaire, c'est quasiment demain. Ensuite, il y a Da Vinci, une sonde qui étudiera l'atmosphère vénusienne de haut en bas. Da Vinci mesurera les gaz, la chimie et les indices qui pourraient répondre à la question la plus fascinante. Vénus a-t-elle un jour eu des océans, de vrais océans d'eau? Ceux qui auraient pu la rendre habitable avant qu'elle ne se transforme en fournaise. La NASA décrit Da Vinci comme une mission visant à déterminer si Vénus a pu un jour ressembler à la Terre, avec un lancement prévu pour 2030. Pendant que ces projets se développent, un programme spatial inhabituel vole déjà, un satellite en bois. Ce concept japonais original s'appelle l'Ignosat. Le bois se consume proprement lors de la rentrée atmosphérique, ce qui pourrait réduire les particules nocives par rapport à certains satellites métalliques. C'est aussi une expérience pour voir comment le bois résiste à l'environnement brutal de l'espace. Radiation, écart de température, vide et tout le reste. L'Ignosat est fabriqué dans un type de magnolia traditionnellement utilisé au Japon, avec une technique d'assemblage sans vis ni colle. Il est minuscule, moins de 10 cm de côté, mais l'idée derrière est immense. Au lieu d'envoyer toujours plus de métal froid dans l'espace, on pourrait un jour construire avec des matériaux naturels qui ne polluent pas le ciel en retombant. Le premier L'Ignosat a quitté l'ISS fin 2024 et poursuit sa mission. L'Ignosat 2 devrait être lancé en 2026. L'humanité prépare donc tous ces méga-projets spatiaux qui semblent impossibles jusqu'à ce qu'ils deviennent soudain réels. Et chaque fois qu'une de ces idées fonctionne, même un tout petit peu, ça change ce que notre vie et l'univers peuvent devenir. C'est comme ça que la fiction devient réalité.